Avec vous pour le 10h midi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 22 janvier. Pour débattre aujourd'hui, Geneviève Gotzinger, bonjour. Vous êtes communicante, présidente de l'agence Image. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Bonjour. Alexia Germont, présidente du think tank France Audacieuse. Bonjour à vous. Et nous attendons Jacques Miard, maire Les Républicains de Maisons-Laffitte, qui ne devrait pas tarder à arriver. Peut-être qu'il a pris le RER aujourd'hui, je ne sais pas. D'habitude, il est à l'heure, mais c'est vrai que comme il est à Maisons-Laffitte, c'est un petit peu loin du studio, mais je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver. On va parler des coupures de courant. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous soutenez ce type d'action? Est-ce qu'il faut sanctionner la CGT? Est-ce qu'il faut sanctionner également ceux qui pratiquent ces coupures, de plus en plus de coupures sauvages? On en parle avec vous. On va parler également d'une déclaration de Marlène Schiappa qui est passée relativement inaperçue. C'était lundi. Elle affirme que le gouvernement va dénoncer les entreprises qui discriminent à l'embauche. C'est le name and shame, c'est-à-dire nommer et faire honte en quelque sorte à ces entreprises qui ne respecteraient pas, qui ne lutteraient pas contre les discriminations. Qu'en pensez-vous? Et puis la conférence annulée à Sciences Po. Vous savez que le patron, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles devait tenir une conférence et elle a été annulée sur la pression des syndicats. On en parle avec vous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec Geneviève. C'est le président de la République en ce moment est en voyage officiel en Israël. Oui, moi j'ai été choquée par un certain nombre de chiffres sur la connaissance de la Shoah. En fait, la Shoah est inconnue par 25% des Français jusqu'à 38 ans. Donc c'est absolument lamentable. Pourtant ils vont à l'école. Mais manifestement à l'école on n'apprend pas ce qu'est la Shoah. Donc quand vous rapprochez ce chiffre de la montée de l'antisémitisme dans notre pays, du fait qu'aujourd'hui un tiers des Juifs français se sentent menacés en France, du Parisien hier. vous dites qu'il y a quand même un effort en termes d'éducation pour que la République protège ses enfants, cette partie de ses enfants qui se sentent menacés dans ce pays. Tout ça, c'est quelque chose de lié. Alors pourquoi est-ce qu'on apprend moins la Shoah à l'école? Parce qu'on sait très bien aussi que dans certains quartiers, il y a aujourd'hui des difficultés à évoquer certaines questions, dont la Shoah. Et ça, on ne dit pas, alors on va parler du name and shame tout à l'heure, mais il faut dire les choses aussi très clairement si on veut lutter contre ce type de phénomène. Il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées ou des renoncements, je pense, ça n'a strictement rien à voir, mais ça fait partie des choses. C'est le sida également. Quand on voit aujourd'hui et qu'on interroge les gens sur les modes de transmission, il y a plus aucune éducation, il y a plus aucune information et il y a des idées reçues absolument incroyables. Alors encore une fois, je fais pas, mais c'est vrai que ça fait partie quand même aussi des missions du gouvernement aujourd'hui de prendre à bras le corps des questions comme celle-là. Mais la Shoah, c'est les chiffres sont sidérants. Absolument. Oui, vous voulez réagir, Alexia Germont? Dans un cas, effectivement, vous ne faites pas le lien entre les deux, bien évidemment, mais dans un cas, c'est peut-être lié au relâchement parce qu'il y a une amélioration des traitements, etc. Tandis que dans le cas que soulève Geneviève Gotzinger, c'est très clairement le fait que c'est un renoncement aussi à aller sur des sujets extrêmement difficiles. Donc c'est un recul finalement du courage politique. On attend toujours le discours du président également sur l'islam et sur la laïcité. Ça a été le sujet le plus... Moi, je pense, un mot, Jean-Luc Touly. Donc le président va en Israël, c'est ça? Le président est en Israël pour le 75e anniversaire donc, en tant que de la président de libération l'association d'Auschwitz. Anticorruption, je pense qu'il va effectivement dire quelque chose par rapport à Netanyahou, qui est quand même pas quelqu'un d'une grande honnêteté. Là, il est question de la libération d'Auschwitz, du 75e anniversaire, il est question de la mémoire, il est question de la Shoah, il est question de choses qui sont peut-être plus graves que Netanyahou. Le gouvernement quand même un peu... Non, c'est pas. C'est deux sujets, c'est vraiment rien à voir. C'est deux sujets, c'est pas le sujet. On n'en parle pas souvent. Amalgamer les deux est quand même un peu. Oui, là il y est pour commémorer, commémorer et pour. Mais je voulais justement le rappeler. Oui, Alexia. Oui, alors moi j'ai un coup de gueule pour les 16 agents radicalisés au sein des services de renseignement. Très inquiétant. Très inquiétant. Pourquoi c'est grave? C'est parce qu'il ne s'agit pas simplement de 16 agents. C'est-à-dire qu'il faut bien voir l'effet démultiplicateur que ça peut avoir, puisque ce sont eux-mêmes des agents chargés de surveiller les djihadistes potentiels. Donc si on décrypte les chiffres, en fait, c'est beaucoup plus inquiétant que cela. Il faut dire que c'est depuis 2014, bien sûr, et qu'il n'y en a
n'a pas eu depuis l'attaque au couteau à la préfecture de police qui avait été commise par Michael Harpon. Alors, ça fait suite à une mission d'inspection qui avait été demandée par Matignon. Cette mission d'inspection a fait très classiquement un état des lieux, mais qui est quand même bon à avoir en tête. L'état des lieux porte à la fois sur la vulnérabilité, bien sûr, du système, et puis également sur les outils qui étaient mis en place, où on dit bien qu'il faut qu'il y ait moins d'hétérogénéité. Et en discours plus français et plus droit dans les yeux, ça veut dire qu'il y a des trous dans la raquette. Il y a des trous dans la raquette. Oui. Et face à ça, il y a donc 3 mesures qui sont proposées. Il y a à la fois le renforcement donc des procédures d'habilitation pour le secret défense, qui devrait faire l'objet d'une doctrine commune par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Vous avez également un pôle recrutement harmonisé où on apprend que ce serait bien, et on est même étonné que ça ne soit pas le cas jusqu'à présent, quand vous recrutez des agents des renseignements généraux, vous ayez à ce moment-là à la fois un psychologue qui soit là et puis un officier de sécurité. Et enfin, dernier point, le suivi, ce qu'on appelle des signaux faibles, voilà, en termes de radicalisation. Parce que 16, ça paraît finalement assez peu. Oui, ça paraît assez peu, mais... Ça paraît peu et beaucoup. Et c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même. C'est suffisant pour créer le doute. Jacques Miard nous a rejoint. C'est suffisant pour créer le doute et... oui. Ouais. Bonjour Jacques Miard. Oui, si Madame Hidalgo avait l'opportunité de nous informer de ses travaux, ça irait plus vite. Oui, bon, vous avez été un petit peu retardé. Votre coup de gueule, allez-y. Alors mon coup de gueule, c'est un coup de gueule contre Trump, qui est en train de nous créer véritablement, continuer de créer véritablement le chaos au Proche et au Moyen-Orient. Certes, il estime qu'il est en guerre contre un certain nombre de gens, mais il ne fait que renforcer, je dirais, les conservateurs en Iran. L'assassinat de Soleimani est véritablement une faute géostratégique. Voilà, et ça aboutit exactement à l'opposé de ce qu'il recherche, même si les sanctions ont des effets sur l'Iran et le peuple iranien. Donc je crois que la France a tout intérêt à véritablement reprendre un discours chiracien, comme on l'a connu, et de se départir de la politique de Washington. Le président de la République a eu raison d'essayer de rabibocher, enfin de ramener Trump dans le jeu diplomatique en Iran, mais je crois qu'aujourd'hui, il donne l'impression qu'il colle encore aux États-Unis. Et donc il faut qu'on retrouve véritablement une politique indépendante et qu'on dise aux Américains, ça suffit. Oui. Mais oui, enfin, je pense que la question est assez complexe. Ce sera le moyen, n'est-ce pas? Le fameux discours de Villepin aux Nations Unies avait eu un effet, et nous devons retrouver. Nous ne sommes pas des Américains. Trump peut défendre ses intérêts, à mon avis, il le fait mal parce que je crois qu'à terme, il le payera cher, même s'il pratique une politique étrangère en fonction de sa politique intérieure, ça c'est évident. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons nous départir. Nous avons une position qui doit être totalement indépendante. Alexia Germont, vous partagez cette... Je souhaite réagir parce qu'en fait, je crois qu'on a là l'opportunité à travers l'Union européenne, notamment, et le Brexit. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, et c'était toute la question au moment de l'assassinat de Soleimani, c'est qu'il y a eu une tentative en fait de rapprochement et de position commune à travers les grandes puissances de l'Union européenne, sachant qu'avec le Brexit en matière de défense aujourd'hui, la véritable question est de savoir où va basculer finalement le Royaume-Uni. Est-ce que le Royaume-Uni, qui est en train de négocier des accords commerciaux en bilatéral finalement avec le grand frère américain, va plus basculer de ce côté-là, et auquel cas la France doit absolument retrouver effectivement une France forte dans une Europe forte, ou est-ce qu'on arrive à arrimer le Royaume-Uni, ce qui serait quand même une meilleure nouvelle pour nous au passage du point de vue de la défense, du côté de l'Union européenne. Donc je suis d'accord avec votre analyse, mais je pense que pour une fois... il faut que l'Union européenne prenne conscience... Alors je crois qu'il ne faut pas être rempli d'illusions. Nos chers partenaires européens sont toujours extrêmement OTAN, il faut que vous le sachiez, et ne s'en départiront pas.
la petite phrase de Macron selon laquelle effectivement l'OTAN était en mort cérébrale a créé la panique en Europe, chez nos partenaires en particulier, y compris chez Merkel qui a dit au président de la République, mais pas chez certains, c'est la totalité. Et ça, je peux vous dire que j'ai suffisamment de contact avec les milieux diplomatiques à Paris pour vous le confirmer. Ce qui est certain, c'est que Merkel a même franchement tensé le président de la République en disant tu ne peux pas dire ça. Et d'autre part, si vous voulez véritablement que l'Europe soit indépendante, il faut que la France soit indépendante. Parce que seule la France aujourd'hui a la capacité d'entraîner. Mais si vous commencez à mettre le fameux syllogisme de Sarkozy que vous avez connu en disant « je suis pour la défense européenne, mes petits camarades sont pour l'OTAN, je rentre dans l'OTAN pour rallier mes petits camarades à la politique étrangère, c'est-à-dire à une défense européenne », zéro. C'est un fiasco. Mais si vous m'avez bien écouté, j'ai dit une France forte dans une Europe forte. Oui. Mais le problème, c'est que l'Europe ne sera forte qu'à la condition que la France soit indépendante. Allez, on va passer au coup de gueule de notre ami Jean-Luc Touly. C'est un peu plus terre à terre, et c'est un rapport avec les premières revendications des Gilets jaunes, quand on constate aujourd'hui que 7 milliardaires possèdent autant que les 30% les plus pauvres en France, et que dans les plus riches, on découvre qu'il y a un certain Jean-Luc Mélenchon, qui fait partie des 1% les plus riches. Quelle insolence! Donc tout ça fait que visiblement les choses ne changent pas, malgré soi-disant les 17 milliards que visiblement les gilets jaunes, les personnes en difficulté dans nos provinces n'ont pas véritablement vu sur leur feuille de paye. Le problème demeure. Et je pense qu'il y a un sujet qu'on va aborder tout à l'heure qui a un rapport aussi avec ce que je viens de dire. Ouais. Moi, je voulais... c'était un coup de gueule sur ces livres piétinés hier dans une quarantaine de lycées qui ont été perturbés. Alors d'abord, on a fait beaucoup de bruit pour assez peu de lycées perturbés. Je pense que la bataille de la com a été gagnée, en tout cas du point de vue des enseignants qui ont contesté ce bac, ce contrôle, cette épreuve appelée E3C. Mais on a vu des lycéens marcher sur des livres. Alors hier, j'ai entendu Frédéric Rollet, la secrétaire générale du SNES FSU, qui racontait que c'était des vieux manuels périmés, quand bien même ce seraient des livres périmés. On ne marche pas sur des livres. On ne marche pas sur des livres. C'est lamentable. Et voilà, c'était mon coup de gueule. Et autre coup de gueule, il y a une jeune adolescente, Mila, qui a 16 ans, qui est menacée de mort pour avoir critiqué l'islam sur sa chaîne YouTube. Donc il y a un hashtag qui s'appelle « Je suis Mila ». Elle a eu des dizaines, des centaines, voire milliers. Je crois que ça a été vu 1 million de fois. Je vous propose d'écouter son message. Écoutez. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense. Je suis pas raciste, mais pas du tout. On peut pas être raciste d'une religion. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. Vous m'insultez et vous me menacez de mort. Vous êtes bon qu'à ça, vous avez pas d'éducation. Voilà, donc cette jeune femme... Le niveau du débat est extraordinaire. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le fond. C'est le fond. Enfin, et puis non, mais c'est qu'elle soit menacée. L'islam est la seule religion qu'on n'a pas le droit de critiquer dans ce pays. On a le droit de critiquer toutes les autres, pas celle-là. Donc c'est dramatique. Je suis d'accord. C'est dramatique. Donc nous attendons effectivement. On a quand même le droit dans notre vieux pays laïque, avec un gros fond anticlérical, de critiquer toutes les religions si on a envie de le faire. Oui, le fond n'est pas le propos. Après, elle a 16 ans, c'est une ado. Mais le fond est catastrophique. La forme est catastrophique. La forme est catastrophique, mais effectivement, le fond est grave. Zora Habitant qui dit quand une certaine gauche et ses complices choisissent et trient qui soutenir ou pas par pur racisme inversé, nous avons le devoir, nous, universalistes et républicains, d'être aux côtés de ceux qui, comme Mila, sont en danger pour avoir clamé... Pardon, c'est pas du racisme. Ça n'a rien à voir avec la race. Une religion et une race, c'est deux choses complètement différentes. Voilà. Et elle dit, cette jeune fille, je ne peux plus mettre un pied dans mon lycée, je ne peux même pas changer de lycée parce que c'est la France entière qui veut ma peau. C'est assez dramatique et pas tellement de réaction gouvernementale sur ce qui se passe. Voilà. Mais on se retrouve dans un instant et on va parler des coupures EDF. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. À tout de suite. On est ensemble avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis avec Jacques Miard, Alexia Germont, Geneviève Gotzinger et Jean-Luc Touly. Donc les coupures de courant ciblées se sont multipliées depuis hier. La CGT revendique une vaste coupure de courant dans le Val-de-Marne. Vous en avez été victime d'ailleurs, je crois, Jean-Luc Touly. Et a annoncé dans la soirée avoir mis à l'arrêt la centrale de Grand-Maison en Isère, qui est la plus puissante de France. Pour Philippe Martinez, ce ne
ces coupures ne sont pas de la délinquance. Il a défendu ces actions ciblées de la CGT Énergie, estimant que c'est le gouvernement qui provoque. Le Premier ministre lui a demandé que les blocages, intrusions et coupures soient sanctionnés. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce sont des actions légitimes ? 0826 300 300, on attend vos réactions. Alors racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé chez vous, Jean-Luc Touly. J'habite Vissou, on a été coupé, alors a priori vers 5h du matin jusqu'à 8h moins le quart, donc beaucoup de personnes travaillant pas entre 6h et on va dire 7h30, donc n'ont pas pu se laver, prendre de douche, se raser, prendre un petit déjeuner éventuellement, pour ceux qui sont tout électriques, donc... Et surtout, on n'a pas été prévenu. Le maire de Vissou, d'ailleurs, qui a été interrogé hier sur BFM, l'a confirmé. Il y a des gens qui, parfois, sont hospitalisés chez eux. Donc, tout ça, c'est assez grave. Et d'autant plus que je condamne, même si je peux comprendre le fond. Mais en tout cas, même le fond, ça c'est discutable. Mais la forme, j'ai été salarié sur le mine de Rungis. J'ai été à la CGT pendant 20 ans. Je ne crache pas dessus. Il mène des actions, mais ce genre d'action est totalement contre-productive, et donc je ne peux pas soutenir ça, parce qu'effectivement la réaction des gens, et c'est normal, c'est de dire, déjà on a été en Ile-de-France embêtés par les grèves de la SNCF et de la RATP, ces gens-là défendent leurs droits, défendent peut-être les droits de l'ensemble des retraités par rapport à cette réforme peut-être qui est injuste, mais est-ce que c'est une raison pour aller couper l'électricité et toucher non pas simplement des entreprises, parce que c'était apparemment ça qui était visé, mais ça a touché quand même énormément des dizaines de milliers de foyers. Ouais. Donc vous les condamnez ou pas, vous qui avez été gilet jaune, vous qui êtes syndicaliste? Oui, ça m'est difficile. Je vais dire, sans avoir la langue de bois, que je désapprouve cette action. Vous désapprouvez, vous condamnez pas. On est sur le chemin. Une petite nuance. C'est une nuance. Même si je suis évidemment par rapport à cette réforme de retraite totalement opposé à ça, même s'il faut la réformer, mais c'est pas parce qu'on est contre le gouvernement, contre cette réforme, qu'on doit employer n'importe quel moyen. Il y a des moyens, à mon avis, qui seraient beaucoup plus populaires, par exemple la gratuité des péages, des choses comme ça, même si c'est pas tout à fait le même exemple, mais pas ça. Oui, c'est beaucoup moins spectaculaire aussi, Geneviève Götzinger. Oui, c'est effectivement la recherche du spectaculaire. C'est la difficulté de terminer une grève à un moment quand on a le sentiment d'avoir perdu, en fait. Alors que c'est le baroud d'honneur. C'est le baroud d'honneur, parce que pour la CGT, c'était tout ou rien, c'était le retrait de la réforme. Donc il est clair que la réforme ne sera pas retirée. Donc la CGT a tout perdu, c'est sa deuxième défaite après la réforme de la SNCF. Comment est-ce qu'elle s'en sort ? Elle s'en sort par cette espèce de baroud d'honneur, ce durcissement d'un mouvement qui est en train de se déliter sur le terrain. Donc il se délite, il y a de moins en moins de grévistes, les transports, même si Jacques Miard a eu du mal à arriver, les transports en commun reprennent. Donc comment se positionner aujourd'hui, comment en sortir ? C'est toute la difficulté pour elle. Donc elle en sort par Je condamne évidemment très fermement. Pourquoi ? Parce que d'une part c'est un acte illégal, et d'autre part au mieux c'est ce que j'appellerais un refus démocratique. Et au pire, je trouve que ça a un peu de ressort de l'intimidation démocratique. Et donc, pour ces raisons-là, je suis farouchement opposée, évidemment. Je note également deux choses. Je note qu'il y a eu une position qui a été évolutive de Martinez sur le sujet, parce qu'il a à la fois passé un coup de téléphone à Laurent Berger, notamment pour les intrusions, mais quand vous écoutez, notamment sur LCI, Madame Vercellesi, qui est quand même le bureau national, très clairement, elle soutient. Et avec une formulation qui est là encore plus grave, c'est-à-dire que non seulement il dit c'est pour marquer les esprits, mais il dit c'est aussi pour avoir un impact sur l'économie. Ce qui là est gravissime. C'est-à-dire que ça impacte les ménages, bien sûr, c'est inconvenant et c'est tout à fait dommageable, mais l'économie, ça veut dire que par là même, ils peuvent potentiellement avoir un impact sur les gens qui sont dans la même situation qu'eux. Pour moi, c'est de la trahison économique, c'est de la trahison patriotique économique. Ça veut dire autre chose aussi, c'est que le mouvement syndical, parce que j'ai fait des bouquins sur les syndicats, tout en étant syndicaliste, j'ai critiqué notamment les dirigeants. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un fossé de plus en plus grand entre la base et les dirigeants. Que ce soit la CGT, mais quand on voit la CFDT, la position de Laurent Berger par rapport à ce qui s'est passé avec Nicole Notaille il y a une quinzaine d'années, il y aura une déperdition probablement des syndiqués CFDT qui se sentent trahis. Donc, je ne dis pas que attendez, on va marquer une toute petite pause. 0826 300 300. Est-ce que vous soutenez ces coupures de courant? 0826 300 300 et sur le Facebook de Sud Radio, on vous attend. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio, on parle de ces coupures de courant ciblées qui se multiplient depuis hier. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Jacques Méra, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Moi, c'est très simple. Premièrement, effectivement, la CGT est en train de... Enfin, certaines personnes de la CGT, parce que je crois qu'il doit y avoir débat, est en train de renouer avec une pratique qui a eu lieu il y a 20 ans. Et qu'il y a un moment, ils ont compris qu'on pouvait faire grève sans couper le courant. Puis ça peut avoir des conséquences désastreuses sur un certain nombre, je dirais, de personnes qui ont des appareils respiratoires, des choses comme ça. Donc on joue pas avec ça. Ça, c'est une faute et on ne peut que la condamner. Mais en matière d'économie, il y a une chose qui a été encore pire que ça, c'est notamment les boycotts des ports. Bloquer les ports. Parce que le problème avec les ports, c'est que c'est véritablement des détournements de trafic qui s'installent dans la durée. Et là, ça peut être extrêmement pernicieux pour les ports français. Maintenant, sur le fond des choses, la grève est peut-être terminée, bon, mais il n'en demeure pas moins que la colère dans le pays s'est installée. Bien sûr. Et ça, c'est extrêmement grave pour le gouvernement, parce qu'il va le payer cher. Parce que, bon, premièrement, ce qui va se passer à l'Assemblée, c'est vraiment une caricature du débat parlementaire, puisqu'ils vont présenter quelque chose d'édulcoré. Qu'en deuxième lecture, au regard de la conférence financière, ils doivent réintroduire un certain nombre de choses, donc on est reparti pour un tour. J'ajoute cela, c'est que quand vous lisez la lettre du Premier ministre au syndicat, enfin c'est un tissu d'hypocrisie, parce que c'est vraiment un travail d'équilibriste assez extraordinaire, dans lequel il dit in fine, si vous n'êtes pas d'accord, il y aura des ordonnances. Ouais. Donc on pourrait dire, comme disait Toto, fume c'est du belge. Donc Laurent Berger est naïf. À mon avis, il va perdre. Ouais. Parce que on sait très bien qu'il y a un problème d'équilibre. On sait très bien que la loi d'Airain en matière de retraite, c'est le nombre des actifs par rapport au nombre des retraités. Ce à quoi la retraite par points ne résout rien. Parce que ce qui se passera, c'est que vous êtes dans la nasse et que d'en haut, Jupiter serra les boulons et que véritablement le point n'augmentera pas. C'est ce qui s'est passé à Gecarco pendant 5 ans. La valeur du point a été bloquée, c'est-à-dire que celles et ceux qui ont des retraites complémentaires à Gecarco ont perdu 10% de pouvoir d'achat. Et dans le simulateur, on parle que l'âge d'équilibre sera plus 64 mais 65 ans. Oui, on voit très bien. Mais de toute façon, il n'y a pas de solution. C'est la durée du travail, c'est logique en même temps. À partir du moment où notre espérance de vie augmente, il est logique. Il avait proposé à ça. Mais attendez, le problème, il est simple. C'est qu'il faut travailler sur le nombre de chômeurs. Et ensuite, il y a aussi un certain nombre de choses. Moi, je ne comprends pas qu'au-delà de 10 000 euros, sauf à, effectivement, vouloir la capitalisation. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera de toute façon le même système. Le point d'airain en matière de retraite, le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités. Et il y a une possibilité, c'est de changer de politique économique et d'investir. Oui. On a Marc en ligne avec nous, qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Bonjour Marc. Bonjour mon expert, bonjour à vos intervenants et bonjour à vos auditeurs. Alors moi aussi je condamne les faits qui sont faits et j'en veux particulièrement aux syndicats parce que je peux comprendre que le problème de retraite ça met la France un petit peu, surtout les Français, pour eux c'est un gros inconvénient. Moi-même j'ai 51 ans, je suis fonctionnaire français moyen, je sais de quoi je parle, mais je reproche aux syndicats qu'ils cassent tout en France, ils n'apportent aucune solution. En français moyen, je n'ai pas forcément beaucoup de solutions, mais on reproche aujourd'hui que l'âge pivot soit 64 ans. Tout à l'heure, le monsieur peut-être 65 ans, j'entends bien, mais il ne faut pas oublier quand même que depuis 95, on est passé aux 35 heures. On travaille plus heures, on travaille moins et on ne veut pas aller à la retraite plus loin. J'ai toujours entendu depuis des années que les économistes que notre système de retraite ne pouvait pas durer comme ça, mathématiquement parlant. Il va y avoir des soucis. On ne fait rien pour l'avancer. Aujourd'hui, M. Macron, il a des torts, il a aussi des raisons, mais c'est scandaleux ce qu'a fait la CGT, pour moi, comme disait Voltaire, comme le despotisme, l'abus de la royauté, l'anarchie, l'abus de la démocratie. Et ce qu'ils font là en coupant l'électricité, c'est anarchique, et c'est absolument pas démocratique. Scandaleux, quoi. Oui, Alexia. Merci de votre appel, Marc. 0826 300 300. Si vous voulez réagir, si vous soutenez ces coupures d'électricité, si vous pensez que c'est la méthode pour faire plier le gouvernement, Alexia Germont, sur ce qui vient d'être dit. En tout cas, je pense que si on peut aller sur un sujet peu politiquement correct, il y a un sujet qu'on n'ose pas aborder qui est encore pire que de savoir si c'est bien ou pas bien d'avoir coupé l'électricité. C'est la légitimité finalement des syndicats aujourd'hui. Leur
leur représentativité, parce que je vous rappelle quand même que le rapport Perruchot avait été largement enterré en 2012 par Sarkozy d'ailleurs, qui avait pointé en fait du doigt qu'à l'époque c'était 4 milliards de financement public, hein, c'est presque le budget d'un ministère quand même. Enfin, c'était pas les cotisations. Et c'était pas les cotisations, parce que ce qu'il faut que les auditeurs aient en tête quand même, c'est que dans la partie cotisation pour les syndicats de salariés, c'est en gros 3 à 4%, hein, à peu près, vous me corrigez si je dis des bêtises, et pour en revanche la partie patronale, ça oscille entre 15 et 60%. Notamment les grandes entreprises Notamment les grandes entreprises qui, pour le coup, viennent abonder. Donc il y a un vrai sujet derrière. Pourquoi ? Parce que, et c'était d'ailleurs le dernier paragraphe de la lettre du Premier ministre, qui était très importante et qui n'a pas du tout été commentée, alors qu'à mon sens c'était le plus important, c'est quand il dit bien « ces réformes n'ont pas été faites parce qu'on sait que notre dialogue social ne fonctionne pas chez nous ». Pourquoi ? Parce que la démocratie politique et la démocratie sociale s'affrontent alors qu'elles devraient s'appuyer. Voilà. Donc aujourd'hui, faire une réforme des retraites, c'est peut-être difficile dans notre pays, mais s'il y avait aussi quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir en ayant des propositions très audacieuses, c'est peut-être la question de la légitimité des syndicats. Vous n'avez certainement pas tort, mais je vais vous dire une chose. Vous n'aurez pas de démocratie sociale qui peut rejoindre la démocratie représentative et la démocratie tout court s'il n'y a pas des corps intermédiaires qui soit écoutés. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, mais j'ai bien compris. Mais que vous le vouliez ou non, quel corps on peut intermédiaire regretter les aujourd'hui ? financements indus. Vous savez qu'avec le patronat, il y a eu tellement d'accords à ce sujet. Souvenez-vous du scandale qui avait eu lieu, etc., entre le MEDEF, le CNP, etc., ce qui s'est passé. Ce qui est clair, c'est que la légitimité dans ce conflit aujourd'hui, elle existe à travers une grève qui a duré quand même 45 jours, même plus. Donc, 47. Et qui vient de la base. Et qui vient de la base. Et c'est vrai que parce qu'ils sont les chefs, il faut qu'ils les suivent, mais il n'en demeure pas moins que, en réalité, cette retraite est un écran de fumée. Cette retraite est une caporalisation, une étatisation de nos retraites, et c'est la raison pour laquelle, moi j'y suis fortement opposé. Jamais, si Fillon avait été, on est en accord là-dessus. On est en accord. Donc vous êtes pour le paritarisme. Le problème de Macron, c'est qu'il a fait une campagne sur des slogans. Aucune étude d'impact. Derrière, il n'y avait pas d'étude d'impact, bien sûr. Ni pour les retraites, ni pour la taxe d'habitation, et il nous a foutu le bordel dans le pays. Mais on n'est pas en contradiction du tout. Donc là, vous soutenez finalement les coupures de courant. Non, je vous provoque. Non, mais comment vous poussez légèrement la mémé, là. Il est passé à l'extrême gauche, ça se saurait quand même. Non, mais comment on fait Alors, comment on fait pour en sortir, contrairement à l'orgueil de ce gouvernement, c'est que j'aurais complètement retiré et ensuite on rediscute. C'est ce que propose Force ouvrière. Mais il y a eu 2 ans de discussion quand même. Il y a eu 2 ans de discussion. Donc c'est compliqué de discuter 2 ans et puis d'en sortir. Un écran de fumée. Et ça passe pas. On fait de l'économie politique. On ne fait pas de l'économie, de modèles économiques qui sont vantés par des petits agrégés d'économétrie et qui en réalité, ça ne cale pas avec la réalité. Il y a un moment, il faut arrêter de rêver. Et les coupures, donc, moi je suis un peu faite par les coupures. Ce que disait l'auditeur était intéressant sur l'anarchisme. On semble aller à nouveau vers une forme d'anarcho-syndicalisme qu'on a connu il y a très très longtemps dans notre histoire. Je ne dis pas de mal de l'anarchie, c'est la chose la mieux organisée. Je ne dis pas de mal de l'anarchie, mais la CGT est très organisée. L'anarcho-syndicalisme a quand même été quelque chose de très fort dans notre pays. Et on y revient, sur fond quand même de violence généralisée, sur fond d'horizon politique qui a l'air complètement bouché, d'horizon démocratique qui a l'air bouché. On nous prédit aujourd'hui un duel à nouveau Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Voilà, on nous prédit que ça. C'est pas dit. Ce n'est pas dit, mais c'est ce qu'on nous prédit. C'est ce qu'ils veulent. Donc, il y a une élection par défaut, encore une fois. Donc, à partir de là, vous avez un certain nombre de gens qui ne s'y reconnaissent plus. Et par rapport à cet horizon bouché aussi, de nouvelles formes de violence, dans un climat d'ailleurs général de violence généralisée, attisée encore par les réseaux sociaux, attisée par un certain nombre de gens. Je vais modifier un peu ma position. Et hollandisé. Alors, Jean-Luc Touly a modifié sa position. Oui, parce que je me rappelle qu'il y a encore quelques mois, quelques années, avec des militants d'ailleurs syndicaux, voire politiques, on s'est battu dans le cadre de la loi Brottes sur pour l'interdiction des coupures d'eau et d'électricité toute l'année.
Donc, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que je n'approuvais pas, mais par rapport à ce combat qui est toujours vrai, puisqu'il existe aujourd'hui les coupures d'eau pour des gens qui ne peuvent pas payer leurs factures. Ça, c'est pas vrai. Non, mais il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Moi, je connais des cas où il y a des gens qui abusent l'équipement de piscine et qui ne veulent pas payer l'eau. Non, mais ça, évidemment. Oui, c'est le maire, l'expérience du maire. Oui, faut arrêter. Enfin, il faut peut-être changer aussi le syndicat des eaux d'Île-de-France. Il y aurait beaucoup de choses à dire avec M. Oui, non, mais c'est pas le sujet. Mais non, mais c'est pas le sujet. Mais par contre, oui, toute coupure d'eau, toute électricité touche toute la population. Et donc, de ce côté-là, je condamne cette action. Ouais. Alors, on a Loïc en ligne avec nous. Bonjour, Loïc. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, on peut regarder le problème par n'importe quel bout possible. On a un gouvernement aujourd'hui qui a des grèves à répétition, qui n'écoute pas. On a un gouvernement qui, je veux dire, les gens sont à court de recours. Et on se retrouve dans des extrêmes où effectivement, on a les syndicats qui commencent à faire des coupures d'électricité, à essayer d'exister de façon différente. Mais la véritable question aujourd'hui, c'est comment se faire entendre. Et je pense que c'est tout simplement plus possible avec ce gouvernement qui est complètement parti hors sol, qui va vouloir réformer coûte que coûte. Comme il a été mentionné plus tôt, il n'y a pas d'alternative politique aujourd'hui possible. Donc, ils ont un boulevard en face d'eux. Et il n'y a pas de dialogue. On a beau dire ce qu'on veut, le dialogue social, les syndicats sont les premiers à dire qu'il n'y a pas réellement eu de dialogue et que de toute manière, les réformes passent en force. Donc, que peuvent faire les gens face à ça aujourd'hui ? Comment remettre les gens au centre ? Comment remettre les gens au centre de l'échiquier politique et de faire en sorte qu'on soit entendu ? Parce qu'aujourd'hui, il est là véritablement le problème. Alors, on peut se retourner vers la CGT en disant qu'ils font des coupures, etc. Mais quelles sont leurs alternatives aujourd'hui pour se faire entendre ? Moi, c'est la question que je pose. La manifestation, ça sert à rien. La grève, ça sert à rien. Les gens ont des contraintes économiques et sont obligés de retourner travailler. Donc, vous dites que les coupures, finalement, c'est une bonne solution. Non, mais vous voyez comment vous êtes. Mais c'est un peu ce qui est induit dans votre discours. Vous dites que les coupures, c'est une bonne solution. Donc on coupe l'électricité aux hôpitaux où il y a des gens. Mais non, bien évidemment, c'est pas ce que je dis. Mais moi, je vous retourne la question. Je vous dis quelles sont les autres solutions ? Est-ce que les gens vont continuer à manifester et se prendre des coups de bâton en première ligne ? Est-ce que les gens vont continuer à être en grève ? Ils ont fait la grève à Noël. Je veux dire, c'est difficile. Pour la plupart, ils ont pas eu de salaire. Enfin, vous savez, moi, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur. J'ai toujours travaillé à mon compte. J'ai jamais été salarié. Je suis un peu un ovni. Je gagne très bien ma vie. Mais je veux dire, aujourd'hui, force est de constater, si vous voulez, que je ne peux qu'approuver toutes les initiatives. Parce que le gouvernement ne nous entend pas. Enfin, moi, je pense qu'il y a une impasse généralisée. Alors, merci beaucoup, Loïc, de votre appel. Il y a une impasse généralisée. Le gouvernement, à mon avis, a perdu la partie et il est en décrépitude dans l'opinion publique. Il a toujours un socle. Et que véritablement aussi, les syndicats, quand même, ont mis le gouvernement dans les cordes et que maintenant, il va falloir sortir. On va voir ce qui va se passer après la conférence de financement. Oui, on va voir. Pour répondre à la question de l'auditeur, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut surtout aller utiliser son droit de vote systématiquement, massivement, à l'ensemble des échéances électorales. C'est long. C'est long, c'est long, mais vous avez mars, vous avez l'année d'après, vous avez d'autres échéances encore avant mai 2022, les sénatoriales. Et on a vu que les Gilets jaunes dont je faisais partie, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais vous savez, il y a quand même une chose, quand on interrogeait aussi les Gilets jaunes, je ne dis pas tous évidemment, il n'y a pas de simplification dans mon discours, aucunement, mais quand on demande aux gens, moi j'ai le souvenir d'un débat avec Jérôme Rodriguez tout au début de son action, où je lui avais demandé s'il votait ou pas, et il me répond non, je vote pas, ça sert à rien. Avant d'aller dans la rue, vous commencez par voter. Enfin, je veux dire, il y a aussi un moment où on a la chance d'être dans une démocratie. Et je crois que c'est très important d'aller voter, même pour exprimer un vote blanc. Mais d'aller voter. On ne peut pas attendre 2022. Jacques Mir a raison. Là, on est dans une impasse. C'est soit un référendum, soit la démission du gouvernement. Voilà, soit la dissolution. Il n'y a pas de réponse politique actuellement. Sinon, ça va continuer. C'est là où il y a un problème. On se retrouve dans un instant. On va parler donc de la proposition. Enfin, c'est pas une proposition d'ailleurs. Marlène Schiappa a affirmé qu'elle allait nommer les entreprises qui pratiquent la discrimination à l'embauche. À tout de suite.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Je suis avec Jacques Miard, Alexia Germont, Geneviève Götzinger et Jean-Luc Touly. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a déclaré lundi que des entreprises qui discriminent à l'embauche seraient dénoncées le 6 février lors de la présentation d'une stratégie gouvernementale pour lutter contre ces discriminations. Nous pouvons aller vers du name and shame, c'est-à-dire nommer des entreprises qui discriminent. Au début du mois, il y a une étude auprès de 103 grandes entreprises françaises parmi les 250 plus fortes capitalisations de la Bourse de Paris qui a mis en évidence une discrimination significative selon le critère de l'origine à l'encontre des candidats présumés maghrébins. Donc elle dit que c'est une manière de lutter également positivement contre le communautarisme que d'obliger ces entreprises à embaucher. Vous en pensez quoi, Alexia Germont ? Que du mal. Oui. Au moins, ça a le mérite de la clarté. Oui. Pourquoi que du mal ? Là, c'est peut-être l'ancien avocat qui réagit. Parce que je trouve que c'est bien d'avoir une montée proportionnelle, en fait, des sanctions. Je trouve que, évidemment, s'il y a une démarche interministérielle pour lutter contre les discriminations, ça, c'est très bien. Qu'il y ait un projet de loi qui soit soumis et qu'on prévoit qu'il y ait des sanctions. Et quand il y a eu du temps pour les entreprises pour se mettre à ce moment-là dans les clous, c'est très bien. Mais le name and shame, qui est d'ailleurs très anglo-saxon, oui, c'est en Grande-Bretagne. C'est en Grande-Bretagne que ça se pratique beaucoup, qui n'est pas du tout dans notre culture à nous. Oui, ça me choque parce que je pense que de toute façon, ça ne peut être utilisé qu'en bout de course pour des entreprises qui sont à ce moment-là vraiment, non pas récalcitrantes, mais qui sont vraiment activement dans une démarche proactive d'aller à l'encontre de l'objet d'un projet de loi éventuel. Et je trouve que là, Marlène Schiappa est dans l'excès et ce n'est pas une bonne chose. Et je ne pense pas que sur le fond, cela aide à lutter contre le communautarisme. Moi, je suis d'accord, mais je pense que c'est une annonce, ça me rappelle la taxe sur les GAFA, où soi-disant on allait être les premiers avec M. Le Maire, qui proposait... Et puis là, on apprend qu'avec M. Trump, M. Macron, en fin de compte, sur une promesse... Non. Rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que c'est une annonce. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est dans l'annonce. On fait une annonce, mais la réalité des choses... Là, c'est le 6 février prochain, donc il y a une réalité. On va voir. Mais par contre, je suis d'accord avec... C'est pas de dénoncer ces choses-là. Non, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. C'est la vindicte populaire sur les médias. C'est un clivage de plus dans une société où nous sommes déjà extrêmement clivés. Elle engage sa responsabilité. On est dans un climat quand même de violence. Si jamais ça se révèle faux devant les tribunaux, on lui demandera des dommages et intérêts, diffamation et dénonciation calomnieuse. Je ne sais pas comment sont testés, parce qu'il faut non, mais il y a des cas. C'est une étude de fin 2018. Mais qu'elle porte plainte, c'est tout. Qu'elle porte plainte. Elle se substitue à la justice. Oui, c'est ça. Il y a un moment, ras-le-bol. Non, qu'est-ce qu'elle substitue pas, elle dénonce. Après, la justice, là où elle a raison, c'est quand elle dit qu'il faut lutter contre les discriminations. Oui, bien sûr. Que effectivement, c'est aussi lutter contre le communautarisme et que quand on est en marge de la République, ça, on est tenté de s'organiser différemment. Elle est candidate à la mairie de Paris. Alors peut-être aussi que c'est un rapport. Elle n'est pas candidate à la mairie de Paris, elle est candidate dans le 14e. Ce qui est intéressant, c'est justement... Elle est ministre, elle fait son boulot. Ce qui est intéressant, on ne peut pas lui reprocher de bosser. Non, ce qui est intéressant, c'est le calendrier électoral dans lequel se situe cette mesure. Je vous rappelle que l'année dernière, quand même, à la même époque, calendrier électoral, l'année dernière, à la même époque, elle s'était fait un coup de com' de la même manière en montant une brigade contre les discriminations sur Facebook. C'était juste avant les élections européennes. Cette année, juste avant les élections municipales, elle va pratiquer le name and shame, toujours sur la problématique de la discrimination. Est-ce qu'il n'y a pas un électorat à récupérer ? Je dis ça en toute naïveté, voilà, c'est tout. Moi, je voulais parce que ça nous avait échappé, tout à fait. Le calendrier, vous avez échappé. Moi, je signale qu'il y a quand même aussi une loi qui oblige les entreprises à embaucher des personnes handicapées. C'est plus difficile. Que cette loi n'est pas respectée et que les entreprises préfèrent payer. Oui, mais attendez, le problème n'est pas aussi simple que ça. Moi-même, dans une mairie où effectivement on essaye d'engager des handicapés, est-ce que vous allez mettre une personne handicapée dans une crèche, etc. Eh ben, les parents sont vent debout contre. Donc les emplois que l'on peut offrir, par exemple dans des collectivités pour les handicapés, vous avez la standardiste,
vous avez un certain nombre de personnes, etc., mais un certain nombre d'emplois, mais il n'y en a pas des milliers et des milliers. Et vous avez une résistance sociale derrière, en disant attention, ici, notamment pour tenir un enfant dans les bras, il faut véritablement vous allez dans des cas extrêmes. Non, c'est pas des cas extrêmes. On a régulièrement... J'ai des handicapés, par exemple, dans des jardins, des choses comme ça. Ça peut fonctionner, mais il n'y en a pas des... Mais il y a plusieurs formes de handicap. Il y a des gens qui ont des légers handicaps, qui rien que le fait de mettre handicap sur leur CV... Il y a des gens qui ne le disent pas. Il y a des gens qui ne le disent pas. Mais là, sur ce sujet-là, de voir les progrès qui ont été faits, notamment sur les entreprises sociales spécialement habilitées à travailler avec les handicapés, qui sont souvent des sous-traitants d'une chaîne et qui permettent à ce moment-là d'avoir par exemple des fournitures de bureaux qui sont faites par des entreprises adaptées et c'est une façon comme une autre aussi d'intégrer les handicapés dans la société et peut-être avec moins de résistance. Je crois qu'il y a quand même eu des progrès qui ont été faits. Il y a eu notamment un progrès significatif. Et ça, Chirac a poussé à ça, sur notamment l'adaptation de nos équipements au handicap. Tous les normes nouvelles, ça, c'est fait. Et même les anciennes. Et je sais qu'on a fait de beaucoup de progrès. Chaque année, par exemple, j'ai 300 000 € qui sont dédiés à des améliorations pour les handicapés. Oui. Mais revenons aux discriminations. Là, clairement, c'est les personnes d'origine maghrébine qui sont discriminées et moins embauchées. Non, il faut arrêter de dire ça, parce que moi, je veux dire, je me contrefous à partir du moment où les gens sont compétents. Mais ce qui est mentionné dans le communiqué quand même, c'est ils prennent appui sur cette étude qui relève en bout de course, alors il y a peut-être un notamment à voir, mais qui relève notamment les discriminations d'origine. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on attention aussi à ne pas contribuer à la victimisation avec ce type de manœuvre. Oui, donc on fait quoi? À mon avis, il faut continuer la pédagogie, etc. Et puis, véritablement, moi, quand j'embauche des gens, je reçois tous les jeunes agents qui rentrent dans la mairie, je leur tiens un discours sur le service public. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la limite... Vous respectez la neutralité, l'égalité, pas de discrimination. Vous pouvez penser que le maire est un imbécile, je m'en fous, mais vous ne le dites pas. Voilà. Et donc, ça fonctionne. Et puis ensuite, je juge sur pièce. Alors voilà, c'est aussi simple. Là, véritablement, on est un cas où c'est une personne qui fait pas l'affaire et qui, à mon avis, a un problème psy. Il n'en demeure pas moins. Là, on prend des décisions et elle vient perdre devant les tribunaux. On dit quelques mots quand même de cette conférence annulée à Sciences Po Lille. Donc, Charles Consigny, avocat, ex-chroniqueur de Laurent Ruquier, et Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, qui devait tenir une conférence. Cette conférence a été jugée pas souhaitable par le directeur de l'association, puisqu'un certain nombre de syndicats ont refusé qu'il s'exprime. Qu'en pensez-vous? C'était suite à une condamnation, parce que le Valeurs Actuelles a été condamné pour provocation à la discrimination, la haine ou la violence, suite à un dossier intitulé Rome l'overdose. Donc voilà, ces gens ont jugé. Donc il y a eu Finkielkraut, Agazinski, Hollande. On a de plus en plus des communautés qui maintenant s'opposent au déplacement et à l'expression publique d'un certain nombre de personnes. Et c'est extrêmement grave. Je pense qu'on va tous être d'accord autour de cette table. C'est essentiel de la démocratie. Exactement. Le jour où on sera dans le goulag, ils auront compris. Et que des associations se substituent éventuellement à la justice, c'est inadmissible. Et on est dans le politiquement correct, quoi. C'est-à-dire que plus aucune expression... Surtout que le thème de la conférence, c'était où en est la doctrine à droite, où en sont les idées. Le thème était à droite, où en sont les idées. Donc, ça n'a rien d'offensant. Je crois que la gauche fasse pareil aussi, d'ailleurs. D'interdire où en sont les idées. Je sais pas, peut-être que vous pouvez avoir des idées. Écoutez, merci à tous les quatre, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, vous retrouverez André Berkoff et bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Vive Valérie Expert. Merci Jacques Miard. Et André Berkoff aussi.